Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis Mathieu Bardin, je suis secrétaire analyste à l'Office de consultation publique. Je vais animer en présence de nos panélistes le panel numéro 3 sur renforcer les connexions en transport actif et collectif, donc pendant la prochaine heure et demie. On fait le constat d'un secteur Bridge-Bonaventure dans lequel il est difficile de se déplacer et auquel il est difficile d'accéder, notamment en raison, on en a déjà parlé ce matin, d'un secteur qui est morcelé par les infrastructures de transport routier, notamment de portée régionale, un secteur où il y a une très faible desserte en transport collectif, et un secteur où il y a une absence ou un déficit d'aménagement pour le transport actif. Et enfin, c'est un secteur aussi où il y a une forte circulation de transit automobile et une forte circulation de camions, rendant la cohabitation entre différents modes de transport peu sécuritaire, notamment avec le transport actif. Nos panélistes vous en parleront plus à fond tout à l'heure. Donc là, on va, pendant la prochaine heure et demie, se poser les questions sur les défis et les enjeux auxquels devrait répondre la vision pour rendre ce secteur plus accessible et pour y faciliter les déplacements, notamment les déplacements en transport actif et collectif. Alors pour ce faire, nos panélistes, que je ne vais pas tarder à vous présenter, donc Madame Florence Pauillac et Madame Marie-Soleil Cloutier, vont nous parler de la cohérence entre urbanisme et transport durable, et aussi vont nous présenter les modes d'aménagement en faveur de la sécurité des cyclistes et des piétons. On devait avoir un troisième panéliste qui nous parlait, Monsieur Pascal Charbonneau de Transdev, qui allait nous parler des navettes autonomes. Il a dû s'absenter, vous retrouverez sa présentation sur notre site internet. Donc la prochaine heure et demie va se structurer de la sorte. On va avoir deux présentations d'une dizaine de minutes chacune, non, de 10 minutes précisément, on vous chronomètre. Puis nos panélistes prendront une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes pour échanger entre elles. Elles m'ont demandé de les couper quand ça... à un certain moment. Non, parce que l'essentiel du temps, nous voudrions, et les panélistes voudront le consacrer à échanger avec vous et à répondre à vos questions et commentaires. Je vais donc, si vous le voulez bien, vous présenter notre première conférencière, Madame Florence Pauillac, qui est professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM depuis 2011. Elle a auparavant exercé comme maître de conférence à l'Institut d'urbanisme de Grenoble entre 2005 et 2011. Et depuis 2015, elle est titulaire de la chaire de recherche in situ sur les innovations en stratégie intégrée transport-urbanisme. Ces recherches portent sur l'analyse des politiques urbaines et de la planification dans le champ de l'urbanisme, de la gestion des transports et de la mobilité urbaine, sous l'angle de la cohérence et des instruments de l'action publique. Alors Florence, c'est à vous pour 10 minutes. Merci beaucoup, bon après-midi à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à participer. On m'a sollicité effectivement pour discuter de cohérence urbanisme-transport. Ce que je vous propose, je ne veux pas qu'il y ait de frustration ou d'attente trop élevée. Je discuterai assez peu de solutions d'aménagement. Je vous propose de présenter un court exposé sur comment se poser les bonnes questions sur le secteur Bridge-Bonaventure. Alors si on veut bien mettre la première diapo, merci. Je crois qu'intervenir sur ce secteur en termes de cohérence urbanisme-transport, c'est peut-être tout d'abord acté, et des choses ont été dites ce matin par d'autres aussi, que ce secteur est évidemment un secteur stratégique pour la métropole dans laquelle nous vivons, un secteur vital, si je file la métaphore médicale ou physiologique, dans la mesure où les infrastructures qui s'y retrouvent, qu'elles soient routières, autoroutières ou ferrées par exemple, mais aussi
des infrastructures et des équipements énergétiques sont absolument essentiels, notamment en matière de mobilité, pour amener quotidiennement sur le territoire montréalais, mais je dirais aussi à l'échelle de la métropole, des travailleurs, des étudiants, des visiteurs, des touristes, des marchandises, des matières, et les en faire ressortir le cas échéant. Ce lieu d'infrastructure, de mobilité, de transport est également en croissance. Il y a une croissance de la demande en mobilité individuelle, en mobilité des marchandises, et que ce soit du côté routier, mais aussi du côté collectif, puisqu'on va redévelopper le secteur et amener, par exemple, un réseau express métropolitain. Donc, cette fonction de mobilité qui est assurée par le secteur est essentielle. Et on parle ici de mobilité à des échelles différentes, c'est-à-dire de personnes ou de marchandises qui viennent de la rive sud, qui viennent du reste de la province et qui viennent parfois du reste du continent. Donc le secteur, il est majeur, c'est un point d'entrée dans la ville, mais c'est un point de transit et un des rares, puisque nous sommes sur une île. Peut-être la diapositive suivante, deuxième constat, évidemment, on l'a dit, c'est un territoire qui est aussi morcelé par ces mêmes infrastructures. Et de ce point de vue-là, pour continuer la métaphore médicale, je dirais que ces infrastructures génèrent des pathologies, des maux, MAUX, sur le territoire, pas simplement sur Bridge-Bonaventure, mais à l'échelle métropolitaine, dont nous payons collectivement le coût. Ces impacts négatifs, ou ce que les économistes appellent les externalités négatives, elles sont liées à notre dépendance à l'automobile, bien entendu, qui crée des problèmes de santé, de pollution, de changement, de contribution au changement climatique. Mais ces infrastructures physiques créent, et ça a été dit très bien par d'autres, des césures, des coupures, des fractures dans le secteur. Et ce secteur se retrouve aussi aux confins d'autres quartiers montréalais qui connaissent des dynamiques diversifiées. Les césures, les coupures, le morcellement à l'intérieur du secteur créent aussi un enjeu d'urbanisation bien connu, c'est-à-dire que chacun des secteurs ou des sous-secteurs d'activité a une vie propre, a une identité particulière et des problématiques spécifiques. Donc avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce que sera l'urbanisme durable de demain sur ce secteur est assez complexe. Ces deux constats, évidemment, résument la complexité de l'intervention en urbanisme et mobilité durable. Comment garantir une mobilité pour tous à différentes échelles avec ce secteur, tout en limitant les effets négatifs pour la collectivité et tout en permettant le redéveloppement, notamment urbanistique, du secteur. Et là, je laisserai ma collègue Marie-Soleil aussi expliquer les enjeux de mobilité à l'interne du territoire. À partir de ces deux constats, je vous propose deux pistes de réflexion, alors qui ne sont pas, je le redis, qui ne sont pas des réflexions sur quelles sont les interventions concrètes, mais plutôt comment penser les pistes de développement du secteur. L'aspect mosaïque du secteur Bridge Aventure et la spécificité dont je parlais de chacun de ces sous-secteurs amène une réflexion sur un urbanisme plutôt de couture, voire un urbanisme de dentelle. Je pense qu'il est peu probable que l'on soit collectivement capable, sur l'ensemble du périmètre, de produire une seule vision d'urbanisme durable. Je pense que chacun des secteurs va appeler un travail tout à fait spécifique parce que nous avons des zones d'activité économique particulières, nous avons des zones résidentielles, des secteurs en redéveloppement et ces secteurs vont devoir être travaillés individuellement. Il va falloir également être capable, en termes d'urbanisme durable, de penser la cohabitation de ces secteurs les uns avec les autres, quand bien même certaines des activités qui sont présentes sont difficiles à faire cohabiter. Je prendrai l'exemple de zones de logistique portuaire qui jouxtent, même s'il y a de l'eau qui les sépare, une zone résidentielle, par exemple. Là, je pense au quai à l'est du secteur. Je laisse Marie-Soleil nous parler des liaisons actives et sécuritaires qui font partie de ces coutures et de cet urbanisme de dentelle à
planifier. Je voudrais revenir sur la notion d'entrée de ville qui est au cœur de beaucoup des discussions que nous avons aujourd'hui et que l'OCPM propose sur le secteur. Certes, nous avons une entrée de ville pour laquelle on a entendu des propositions d'aménagement, notamment en termes de boulevards urbains, d'apaisement des circulations, de défaire un peu cet aspect autoroutier. J'aimerais alerter sur le fait que si on a une entrée de ville, on a aussi une formidable sortie de ville. Et c'est pas un jeu de mots, c'est-à-dire que quand on pense à une entrée de ville, on a tendance effectivement à mettre l'emphase sur une nouvelle qualité urbaine à retrouver pour marquer un seuil, une porte vers la ville, vers le centre-ville. Mais le secteur sert aussi à ce que les gens rentrent chez eux, quittent l'île de Montréal ou la traversent. Et généralement, la problématique est inverse. Quand on veut sortir de la ville, on veut sortir facilement, rapidement. Et donc, comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux fonctions qui sont présentes en même temps? Oui, qui sont présentes simultanément sur le territoire. C'est ce que j'appelle un espace mobilitaire. Je crois que l'identité première de ce secteur, c'est bien les flux et la mobilité à des échelles différentes et pour rentrer et sortir de la ville. La question se pose maintenant de comment, quand même, avec ces infrastructures et cette identité mobilitaire, urbaniser le territoire. J'aime bien, dans mon domaine, parler d'urbanisation des infrastructures parce que nous avons ici des infrastructures qui sont peu malléables et malgré tout peu réversibles dans le temps long. Et en plus, je le rappelle, elles sont en croissance. Donc, on va rajouter une voie de transport collectif ferré. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec ces emprises, avec ces infrastructures pour urbaniser malgré tout les différents secteurs qui sont présents? Deux idées provocantes et provocatrices. Je pense qu'il serait illusoire de penser, mais j'ouvre le débat, il serait illusoire de penser, en ayant investi dans le pont Champlain et dans le futur REM, il me semble illusoire de penser qu'on puisse faire disparaître l'autoroute du secteur Bridge-Bonaventure. Donc, comment urbaniser avec l'autoroute? C'est une question qui va se poser, à mon avis, de façon centrale. Et comment faire avec? La deuxième idée ou la deuxième problématique sur le secteur, c'est qu'effectivement, on a un réseau express métropolitain qui arrive, qui est propice à de l'urbanisation, de densité et de mixité, notamment autour d'une future gare au bassin Pile. Bon, encore faudrait-il savoir où la station va se localiser, point assez essentiel d'un futur projet d'urbanisation. Mais la question qui se pose, c'est que souhaitons-nous collectivement faire de ce quartier de gare? Et la réponse est multiple. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y a des choses qui sont sur la table. Il y a des projets qui sont on parle de projets variés sur le secteur. N'empêche que là, c'est un des secteurs les plus cruciaux pour faire de l'urbanisation en lien avec le transport collectif. Donc, il va s'agir d'y penser sérieusement et de façon très, très approfondie. C'est ma dernière diapo pour terminer. La mobilité et l'urbanisme durable, c'est des secteurs d'intervention qu'on essaye de rapprocher le plus, qu'on essaye de penser le plus souvent et de façon intégrée ensemble. Il n'en demeure pas moins que sur le secteur, vous avez la carte ici des emprises foncières et des propriétés foncières sur le secteur. Nous avons en présence, ça doit être un des rares territoires de la région où on a des propriétés foncières plutôt publiques, de grands joueurs majeurs, la Société des Ponts, le port, donc des joueurs fédéraux, des joueurs provinciaux, des joueurs et des partenaires municipaux et publics. Il va falloir que ces propriétaires fonciers-là partagent la même vision, se comprennent. Si on veut promouvoir un nouvel urbanisme, une nouvelle mobilité sur le secteur, il va falloir que ces joueurs-là adhèrent à une vision commune et partagée, alors même que l'ensemble de ces joueurs-là ont des intérêts en partie divergents. Donc, derrière la mobilité et l'urbanisme durable du secteur, il y a un fort enjeu de gouvernance du foncier qui se profile. Je vous remercie. Merci beaucoup.
C'était très intéressant. Vous aurez l'occasion de discuter, et puis vous de discuter avec nos panélistes de cette très intéressante présentation. Alors Marie-Soleil, c'est à vous. Si votre présentation... Oui, ça va s'en venir, prête. je pense. Asseoir 2 professeurs comme ça après le dîner, c'est vraiment de la torture. Là, j'ai comme envie de me lever et de bouger pour vous. Bouger avec mes bras, c'est ce qu'on fait, il paraît, quand on est prof. Ah, mais j'ai oublié de vous présenter. Ah oui, okay. Je pense. Ah, je pense que tu les as fait les deux. Alors, je vous présente Marie-Soleil Cloutier, qui est directrice du laboratoire Piétons et Espaces Urbains à l'INRS. Elle est professeure à l'Institut national de recherche scientifique, donc depuis 2009. Elle met à profit son expertise en géographie de la santé à travers ses travaux en sécurité routière. Son laboratoire sur le piéton et l'espace urbain s'intéresse à cet acteur incontournable de la vie urbaine, incluant les groupes les plus vulnérables que sont les enfants et les aînés. Alors, Marie-Soleil Cloutier, c'est à vous pour 10 minutes. Merci. Éventuellement, il y aura un PowerPoint, un PDF, je ne sais pas quoi. Il était là tantôt, je l'ai vu. En continuité avec ce que Florence vient de discuter, en fait, moi, je vais vous amener à une réflexion. En fait, on essaie de, comme l'a si bien dit la présidente ce matin de l'OCPM, ou la directrice, je ne sais pas exactement le terme. Présidente, d'accord. On est ici pour susciter la réflexion. Donc, je vais vous citer une réflexion sur la sécurité routière des usagers de la route les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes, mais particulièrement les piétons aujourd'hui. Et dans ce contexte, en fait, la plupart d'entre vous connaissent déjà ou ont une certaine préoccupation de la sécurité routière en tant que vous-même, possiblement piéton ou cycliste, possiblement à l'intérieur même de Bridge Bonaventure. Mais dans tous les cas, je veux vous parler de certains jalons qu'on devrait prendre en considération dans ces futurs projets d'urbanisme-là. Puis là, ça ne marche pas. Je ne suis pas sûre que je la sais toute par cœur. Ça va me prendre... je peux essayer de la trouver là. OK. Ben, en fait, je vais commencer, puis vous verrez ma belle petite carte après. Parce qu'en tant que géographe, évidemment, j'ai mis une carte dans mes 5 diapos. La sécurité routière, c'est un... Ah oui, ben, je pense que ça va aller. La sécurité routière est un réel problème de santé publique. Je pense que personne n'est étonné que je dise ça aujourd'hui. C'est énormément de blessés de la route à chaque année. C'est des blessés légers, graves, mortels. Et ça a un coût pour la société. On parle souvent de l'iceberg de la sécurité routière, c'est-à-dire qu'à chaque année, on a un bilan de la route où on va avoir le tip of the iceberg en anglais, le bout de l'iceberg qu'on va voir, c'est les collisions. Mais sous ça, ah bon, ça s'en vient, excellent. Bon, ben, je suis rendue à l'autre d'après. L'autre d'après même, si ça marche. Ouais. Good. Le voilà mon bel iceberg. Excellent. Alors, comme je le disais, les collisions, c'est juste le bout visible de l'iceberg. Ce qu'on a en dessous, c'est tous les conflits qui peuvent être plus ou moins des quasi-accidents où on va avoir la peur de notre vie, où on va avoir même parfois presque de la tôle froissée. Et puis, au final, les traversées sans histoire, quand on est un piéton ou un cycliste, sont très peu fréquentes dans la ville. Puis, c'est pas nécessairement ce à quoi on aspire. Hein. L'idée de la vie urbaine, c'est de pouvoir se croiser sans avoir peur à chaque fois pour notre vie. Et ce qui est intéressant, quand on travaille sur les piétons, c'est qu'en fait, on se rend compte que les collisions, on peut évidemment et on veut les réduire, mais les conflits et les interactions ont un énorme effet sur ce que les gens vont choisir comme mode de transport. Décider d'aller vers le transport collectif, qui a toujours un petit bout de marche, hein, il ne faut pas l'oublier, ou encore vers le transport actif, la marche en soi ou les cyclistes, ou être un cycliste. On va changer de diapo. Donc, j'ai demandé à mon gentil géomaticien au LAPS de me faire une carte des collisions piétons et cyclistes pour le secteur Bridge Bonaventure. Et bon, on voit peut-être pas super bien sur cette carte-là, mais en fait, bonne nouvelle, il n'y en a absolument aucun dans les 6 années 2012-2017. Mauvaise nouvelle, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de piétons, en fait.
Je pense que personne n'est étonné que je vous dise ça. On n'a qu'à regarder, en fait, juste un peu au nord, en fait, à l'ouest, vers Verdun, ou au nord, pour tout de suite voir des petits points rouges apparaître. On a un pauvre cycliste qui s'est fait frapper dans le secteur Wellington. Par ailleurs, on a quand même des infrastructures cyclables, c'est les lignes vertes sur cette carte-là. Mais c'est des infrastructures cyclables qui sont en site propre, donc qui ne sont pas dans la rue pour la plupart, entre autres le long du canal où on est complètement séparé de la rue. Et c'est connu de toute façon que ce genre d'infrastructure-là est très sécuritaire. Donc ici, c'est les collisions avec un véhicule, parce que ça se peut qu'il y ait quand même des cyclistes qui soient tombés, que ça soit fait mal, n'est-ce pas? Mais on voit jusqu'à un certain point même l'efficacité de ces infrastructures en site propre parce qu'on n'a pas non plus de cyclistes blessés. Donc, on va changer de diapo. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y en ait des piétons. Puis si on est pour aller vers de l'urbanisme plus mixte, des TOD ou encore peu importe le projet qui va être retenu, on veut que les gens soient dans la rue, on veut qu'ils soient en interaction, on veut qu'ils traversent des rues. Donc, comment intégrer la sécurité routière dans ces projets-là? C'est les prochaines minutes ce que je vais vous exposer. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la Vision Zéro. Donc, la Ville de Montréal a adhéré à cette approche de sécurité routière qui nous vient de la Suède où ils y ont adhéré il y a 25 ans. Donc, on est juste un petit peu en retard. Donc, la Vision Zéro est basée sur 4 principes fondamentaux qui devraient guider toutes les futures infrastructures et même toutes les modifications aux infrastructures routières qu'on a à l'intérieur des villes. Évidemment, on a hérité d'une façon de faire, on a hérité d'un bâti, d'un réseau routier, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le subir encore et encore. Les 4 principes de la Vision Zéro, c'est relativement simple. Donc, le premier est qu'aucune perte de vie n'est acceptable, c'est le fameux zéro. Aucun mort, même parfois certains vont aller jusqu'à aucun blessé grave, c'est notre but ultime. Évidemment, juste pour vous mettre en perspective, en Suède, ils ne sont toujours pas à 0 mort, 0 blessé grave, mais ils ont réduit de presque 75% leurs décès depuis 25 ans, donc ça fonctionne. Deuxième principe, c'est que l'humain va toujours commettre des erreurs. Et je vous dirais que c'est celui qui est peut-être le plus challengeant pour les divers acteurs du transport. C'est qu'on passe vraiment d'une philosophie ou d'un paradigme où on voulait en venir à des parfaits conducteurs, des parfaits piétons, des parfaits cyclistes qui auraient le comportement parfait et qui réduiraient au final les collisions. Malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, la priorité, ça doit d'être mise sur la vie humaine, tenant compte du fait qu'on va faire des erreurs. Que oui, ça se peut qu'à un moment donné, on ne regarde pas avant de traverser, mais est-ce qu'on mérite de mourir pour ça? Je ne crois pas. Troisième principe, la responsabilité se doit d'être partagée entre tous. Mais en amont, en fait, et c'est là où la différence est, dès la conception du gestionnaire jusqu'à l'usager de la route qui va utiliser l'infrastructure, on veut que tout le monde ait une responsabilité à l'intérieur de ce système-là. Et justement, le 4e principe, c'est qu'il y a seule une approche systémique où tout le monde va se parler, va faire en sorte qu'on va y arriver. Prochaine diapo. Donc, parlant de cette approche systémique-là, je vous disais tout à l'heure, on est juste en retard de 25 ans. On ne faisait pas rien là, dans les 25 dernières années en Amérique du Nord. Il faut quand même le souligner. Et toute approche qui se veut systémique en sécurité routière s'inspire au départ, on disait les 3 E pour les termes en anglais. Là, ça ne marche pas en français. Maintenant, on fait 4, 5, 6 E. Là. Après les 3 premiers, il y a plein de monde qui en rajoute. Là. Moi, j'en ai rajouté 2 ici aujourd'hui. Mais c'est qu'il faut agir à la fois sur l'ingénierie de la route dès la conception, mais aussi sur l'application de la loi, donc avoir des lois sévères et les appliquer, avoir la collaboration, par exemple, avec les services policiers. Et évidemment, la composante éducation, même si je disais tout à l'heure que ce n'est pas une finalité en soi, elle doit quand même faire partie de toute stratégie de sécurité routière. Je vous ai rajouté les 2 autres parce que pour ce qui est de l'engagement et de la collaboration, c'est quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant, notamment dans la Vision Zéro de la Ville de Montréal, commencer par une base, une mise en commun de voilà les principes sur lesquels on va collaborer ensemble, on va se parler et on va avancer tout le monde ensemble dans le même sens. Et le dernier, évidemment, comme chercheur, m'intéresse particulièrement, mais je dirais pas juste comme chercheur, je crois que les villes doivent s'y intéresser parce que la reddition de comptes est de plus en plus importante
grands projets de transport. Et évaluer les actions prises est extrêmement importante. Par ailleurs, ce qui arrive souvent, je ne sais pas, Florence, si tu vas sûrement être d'accord avec moi, on nous appelle après avoir fait les actions. Et là, on nous demande, puis ça marche-tu ce que j'ai fait? Mais la plupart du temps, il faut l'avoir mesuré avant, il faut avoir des indicateurs. Si on veut mesurer la progression de différents indicateurs, il faut aller sur le terrain avant. Il faut regarder pas juste les collisions, le bout de l'iceberg, mais regarder tout ce qui se passe en dessous. Puis pour évaluer les conflits, les interactions, il faut parler aux piétons. Il faut leur demander leur sentiment de sécurité, il faut leur demander leur expérience piétonne, comment elle est, puis est-ce qu'elle s'améliore après, leur redemander après. Donc ce volet évaluation-là, il est extrêmement important, puis je vous dirais qu'il a été fortement négligé dans l'histoire du Québec, Canada, Amérique du Nord, mais il est de plus en plus là. Prochaine diapo. Donc, on va passer directement à l'autre diapo d'après. Je voulais seulement vous faire quelques constats de plus. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que traverser une rue, c'est une tâche compliquée. C'est une tâche compliquée, mais si vous êtes un adulte bien portant, qui n'a pas de problème de mobilité physique, vous ne pensez pas que votre cerveau fait toutes ces choses-là en même temps quand vous vous apprêtez à traverser une rue. Et pourquoi on s'intéresse à la traversée de la rue? Parce que quand on parle d'usagers vulnérables, notamment de piétons, c'est là où ils sont le plus exposés. En fait, si le piéton ne traverse jamais une rue, ben, en théorie, il ne se fera jamais frapper par une voiture, à moins que la voiture s'en aille sur le trottoir, là, ce qui est quand même très peu fréquent. Donc, traverser la rue, c'est une tâche compliquée qui peut être facilitée par différents aménagements. Donc, choisir un bon endroit pour traverser, c'est notre première décision. Ensuite, il faut analyser la circulation routière, estimer la distance entre les véhicules pour se trouver un bon moment, un bon créneau pour traverser, notamment quand il n'y a pas de feu puis qu'il faut traverser. Et anticiper le comportement des autres, s'assurer, est-ce que la voiture m'a vu? Est-ce qu'il va ralentir? Est-ce qu'il va me tourner dessus? Ce genre de processus mental-là, cognitif, se passe très vite dans notre tête. Mais si vous voyez moins bien, si vous entendez moins bien, si vous avez un petit problème d'équilibre, si vous marchez moins vite que tout le monde, ces 4 tâches-là deviennent définitivement plus ardues. Elles sont plus ardues pour les usagers en perte de mobilité, pour nos personnes âgées, pour nos enfants, mais même pour un parent qui a 2 petits de 3 ans qui essaient de traverser avec une poussette, puis après est allé faire l'épicerie. Okay? C'est des gens qu'on veut possiblement qui habitent dans ces quartiers-là. Prochaine diapo. Donc, comment faciliter la traversée? Nous, on a regardé à travers le temps à mon labo, on est rendu presque à 10 000 piétons traversés qu'on a regardés d'une façon ou d'une autre à différentes intersections. Et là, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont sorties de ça. Brièvement, les personnes âgées, je viens d'en parler. Les personnes âgées ont vraiment des préoccupations importantes. On est rendu, malheureusement, je le voyais hier aux nouvelles, on est rendu à 15 piétons décédés à Montréal cette année. On est un petit peu plus que l'an dernier encore, donc à chaque année, on bat notre record. Et plus de 60% de ces décès-là sont des personnes âgées qui ne textaient pas en traversant, je vous le dis tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils nous demandent, les personnes âgées? Ils nous demandent d'avoir plus de temps pour traverser. Ils nous demandent de rester moins longtemps sur la chaussée. Je vous dirais qu'ils ne nous le demandent pas comme ça exactement. Il faut le décoder. Mais vous voyez, en fait, je vais commencer par la ligne d'en bas. En fait, là, à droite complètement, c'est un monsieur qu'on a vu sur le terrain qui préférait prendre la marche franche que descendre le petit bateau, par exemple. Okay? C'est vraiment un exemple très, très concret que je voulais vous dire. Mais quand on a des problèmes d'équilibre, finalement, tous ces petits bateaux-là qu'on met pour les personnes à mobilité réduite en chaise roulante, ont d'autres conséquences. Qu'est-ce que serait la solution? Certains vont dire des trottoirs traversants, où on laisse toujours, finalement, on laisse la pénibilité à la voiture et non aux piétons. C'est des choses qu'on peut prendre en considération quand on refait des grands axes, par exemple. De réduire le temps que les piétons passent sur la chaussée, ça, c'est bon pour tout le monde. Tout âge, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la photo dans le milieu en bas, à faire des avancées de trottoir. On le fait beaucoup près des écoles, présentement à Montréal, avec de forts succès, par ailleurs, parce que ça réduit aussi la vitesse des véhicules. Il y a plein d'avantages à ça, mais le mettre systématiquement en amont des projets peut être intéressant. Et puis, en haut, en fait, je vous ai mis cette grande artère-là. En fait, ça, c'est Rachel Folum, il me semble bien, à Montréal. Donc, centre-ville avec une piste assez achalandée. Et tantôt, je vous disais que traverser la rue est compliqué. Imaginez si vous avez 2 côtés avec des véhicules, puis en plus, 2 côtés, ou 2 sens avec des vélos. Ça rajoute à la complexité de la tâche et on se rend compte qu'au final, dans ce genre d'intersection-là, nos personnes âgées avaient 60% plus de chances de terminer leur feu, de traverser sur un feu rouge.
Et si une personne âgée se fait frapper sur un feu rouge et qu'il n'y a pas de témoin et qu'il malheureusement décède, qu'est-ce qui est écrit dans le rapport policier, vous pensez? Le piéton a traversé sur le feu rouge, donc c'était lui en faute. Cette histoire de faute-là, on essaie d'oublier ça dans Vision Zéro, évidemment. On ne veut pas focusser sur la faute des individus, on veut regarder le système. Mais c'est sûr qu'il y a des lacunes sur la vitesse qu'on prévoit, sur la largeur des rues qu'on demande aux gens de traverser. Puis ça, on peut, dès le début des projets, y penser. Je vais conclure, je pense qu'il m'en reste une, oui. Ah, j'ai pas. Ah, merde. Prends une minute encore. OK. Ouais. Mais en fait, non, c'est que j'avais 3 photos, mais ils doivent être une par-dessus l'autre. J'ai pas pensé vous les envoyer séparément. Oui, reviens, c'est pas grave. Juste revenir à l'autre d'avant, s'il te plaît. Il ne faut pas avoir peur aussi de questionner l'espace dédié à l'automobile. Je suis bien d'accord avec Florence, ça nous prend des voies d'entrée, des voies de sortie. Moi, je ne pense pas que fluidité est complètement à l'opposé de sécurité. Okay? Je pense qu'on peut avoir la même chose sur des axes, mais il faut quand même se questionner sur tout l'espace qu'on donne à la voiture dans nos villes. Puis je pense que la réflexion est très bien amorcée de toute façon dans plusieurs endroits. À Montréal, on a un projet très intéressant pour lequel je fais de la publicité, même si je ne travaille pas à Montréal. C'est le projet de rue piétonne et partagée, qui, je dois le dire au départ, là, j'étais très sceptique parce que c'est des 300 mètres à la fois où on redonne la rue aux citoyens. Puis je me disais, bon, à coup de 300 mètres, sur les 18 000 km de rue à Montréal, ça va être long. Hein? Où ça? Où ça? C'est un peu dans les quartiers centraux, dans les arrondissements de la Ville-Centre. Par ailleurs, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on redonne de l'espace aux piétons, en fait, ils prennent, ils en font autre chose. Et petit à petit, avec ces projets-là, finalement, on redonne de l'espace public à d'autres fonctions que de stationner des voitures, entre autres. Cette photo-là, c'est sur la rue Parc Stanley, qui est dans Huntsic, si je me souviens bien, au nord, ou un peu plus à l'ouest, là, dans Pierrefonds, où c'était une rue, en fait, qui était quand même pas avec un gros trafic, avec une piste cyclable, puis finalement, la cohabitation ne se faisait pas très bien. On a juste décidé de fermer la rue, au début temporairement, puis maintenant de façon permanente, et on s'est rendu compte que c'était bondé de monde tout le temps. L'autre photo que vous ne voyez pas là, c'est la rue de Castelnau aussi, où on a fait des placotoirs, des placettes. Souvent, ça a pris 2 cases de stationnement. On a redonné cet espace-là et il a été tout à fait utilisé. Donc, évidemment, là, ça, c'est à une micro-échelle, ces exemples-là. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, on l'a bien vu avec Florence, ça va nous prendre des ponts, puis littéralement des ponts physiques, je pense, pour laisser passer les piétons, les cyclistes. Mais de leur redonner tout cet espace minéral-là pour en faire autre chose, c'est assurément quelque chose qu'on devrait avoir en tête. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais vous proposer un échange d'une petite dizaine de minutes. Est-ce que d'abord, l'une d'entre vous a une question pour l'autre ou veut réagir à quelque chose? Sinon, je peux aussi vous bombarder de questions, mais je préférerais prendre les questions du public dans ce cas-là. Non, j'ai pas... Est-ce que... On se connaît trop bien. Oui, c'est ça. On connaît trop bien nos champs respectifs. Moi, j'ai pas de question, mais j'ai un commentaire. Nos interventions, l'une après l'autre, me semble-t-il, soulignent l'importance des échelles de la mobilité sur ce secteur-là et de comment on fait cohabiter ces différentes mobilités et modes de transport et espaces de circulation en redonnant de la qualité, de la sécurité, du confort aux plus vulnérables, tout en assurant la mission de ce secteur d'être aussi un lieu de transit de masse, de transport collectif et de voitures. Et je suis désolée, je ne suis pas du tout une pro-automobile, mais l'utilisation de la voiture ne fait que croître, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est la réalité. Et donc, comment aujourd'hui on agit pour être capable sur un secteur comme celui-ci de tricoter ces échelles en rendant, l'enjeu étant non pas de mettre plus de place à l'automobile, que je sois bien claire, mais de donner plus de sécurité et de confort aux plus vulnérables. Là, je crois que Donc pour l'exposé était intéressant de ce point de vue-là. Une des pistes, c'est faut travailler principalement la sécurité des plus vulnérables. Moi, j'ai une question. Vous avez dit qu'il fallait... vous avez parlé de sous-secteurs, qu'il fallait les connecter. Est-ce que vous avez des pistes au-delà de ce questionnement pour l'une ou l'autre, pour comment on donne aux gens envie de passer d'un sous-secteur à l'autre
si l'on fait le constat que les infrastructures sont là pour rester, et comment il va falloir créer des nouveaux piétons et des nouveaux cyclistes aussi, comment on leur donne envie de venir se balader, faire du vélo, aller au travail dans un secteur où ils ne sont jamais venus en transport actif. Alors, c'est une question pour toutes les deux. Ouais. En fait, en urbanisme, puis même, c'est même un économiste, je pense, qui a commencé à regarder ça. Qu'est-ce qui fait que les gens vont changer de mode de transport ou vont aller, à des endroits plus qu'à d'autres, même en voiture? Puis c'est les 3D, hein, la densité, la diversité des destinations, puis le design, c'est-à-dire comment on peut y aller. Puis ces 3D-là, je pense, sont suivis par à peu près tout le monde, notamment dans les TOD, ou en tout cas, tu pourras renchérir, Florence. Je pense que ça va être important de ne pas juste faire physiquement les connexions via des pistes multifonctions ou autres, mais d'avoir des destinations où aller. Mais je pense que c'est un peu l'enjeu avec tout le redéveloppement du secteur. C'est comme l'a dit Florence, de faire une certaine adéquation avec une voie de transit qui est nécessaire, évidemment, mais avec... Bien franchement, il y a beaucoup de place, même si ça a l'air petit. Là. Il y en a de l'asphalte présentement. Okay? Donc, de faire des voies parallèles avec des destinations, avec la densité, avec la diversité, ça va être ça qui va faire revenir les gens. Puis les gens de l'autre côté, à Pointe-Saint-Charles, ultimement, ils demandent peut-être que ça, de pouvoir s'expansionner de l'autre bord. Là. Ben, en tout cas, j'espère qu'il y en a dans la salle qui vont nous le dire. Je pense que c'est comme ça que ça va venir, en fait. Là. Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement un grand enjeu je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui, par ailleurs, vivent et travaillent sur ce secteur. Dans certains des sous-secteurs de Bridge-Bonaventure, je pense qu'il y a un enjeu d'accessibilité, notamment, par exemple, pour les travailleurs à leur lieu d'emploi. Et d'accessibilité, on va dire, alternative à l'automobile, parce que effectivement, c'est très pauvre de ce point de vue-là. Hein. On y vient en voiture, mais autrement, on ne peut pas y aller. Donc, je pense qu'il y a la question de l'accessibilité au lieu d'emploi quotidiennement est très importante, et on a différents secteurs d'activité dans le territoire. Ça, c'est le premier enjeu. Par contre, je pense qu'il faut, hélas, faut pas pécher par excès, c'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il faille que tous les sous-secteurs soient connectés entre eux. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'on a une zone portuaire, on a une zone de logistique. Est-ce que vraiment, d'abord, est-ce que c'est faisable? Est-ce que les gens qui habitent Habitat 67 veulent vraiment aller dans la zone logistique? Je ne suis pas sûre qu'il faille à tout prix que tout soit perméable pour une bonne cohabitation des différents secteurs entre eux. C'est-à-dire que tout n'est pas possible et tout n'est peut-être pas souhaitable. Donc comment on améliore l'accessibilité tout en aussi préservant le fonctionnement du port sans l'entraver, la quiétude résidentielle sans la perturber. Donc ça, c'est déjà une réflexion. Et puis il y a quand même une zone qui est en redéveloppement, qui sera vraisemblablement reliée à une station du réseau express métropolitain. Et là, la grande question se pose de savoir qu'est-ce qu'on va faire sur cette zone-là, autour de cette station-là. Et en fonction des choix qu'on va faire, on rejoint tout à fait tes propos, c'est que sur cette zone-là, il y a un très fort potentiel d'urbanisation. Et donc là, il y a un vrai enjeu à penser la mixité des fonctions, la qualité des espaces publics, pour que ce quartier autour de cette gare soit vivable, de grande qualité, quelle que soit la fonction qu'on lui donnera. Est-ce que ça sera un pôle de loisirs ? Est-ce que ça sera un pôle sportif? Est-ce que ça sera un quartier résidentiel? Dépendamment des choix qu'on va faire, il va falloir travailler cette qualité de la densité, de la mixité, de la qualité des espaces publics. Mais c'est ça, je reviens un petit peu à ma dentelle, c'est-à-dire qu'il va falloir se poser des questions un peu spécifiques à chacun des secteurs, tout en améliorant l'accessibilité du secteur au complet. Au complet, d'accord. Oui, je voulais juste rajouter 2 points. C'est sûr que d'un point de vue de sécurité routière, là, la chose qui marche le plus, c'est de réduire le nombre de voitures sur les routes. Là, okay? Donc, je veux quand même comme clarifier ça au départ, de réduire la quantité de véhicules qu'on a sur nos routes. Puis, comment on fait? Ça, c'est en proposant d'autres options. Après, ça, c'est un grand constat qu'on sait. Le mettre en œuvre, on est sur le cas. Je pense à Montréal, tout le monde est sur le cas. Ça va pas assez vite, sûrement, par rapport à ce qu'on voudrait, évidemment. Mais ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose que je voudrais aussi souligner, c'est que les gens en transport actif, là, notamment les cyclistes, là, qui font du transport utilitaire, ils veulent aussi avoir le plus court chemin. C'est pas une balade qu'ils veulent faire pour aller au bureau. Là. Ils veulent que ce soit un chemin efficace, rapide, tout comme s'ils prenaient la voiture. Et ne serait-ce que pour les gens de Verdun, puis
puis de Pointe-Saint-Charles, même de Saint-Henri, il y a, particulièrement de Verdun, il faut un peu contourner, avoir une piste cyclable presque qui va aussi vite que Bonaventure actuelle. Je pense qu'on aurait même des preneurs, à la limite. Donc, il y a ça aussi, il y a ça aussi à prendre en considération. Mais je pense que c'est déjà dans... J'espère que c'est dans la philosophie des futurs projets de dire il y a du loisir, mais il y a aussi de l'utilitaire en transport actif. Puis ces gens-là, ils ont les mêmes aspirations que les gens qui prennent la voiture. Ils veulent se rendre rapidement, ils veulent juste pas y aller en voiture, ils veulent y aller en vélo. Donc il y a quelque chose d'important là, puis il y a de la place pour ça aussi. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Vous avez dit qu'il fallait agir dès la conception, qu'on ne doit pas se rater. S'il y avait une idée qui devait ressortir, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas, à vos yeux, manquer quand on pense les transports pour une vision? Est-ce que c'est quelque chose d'aménagement ou plus global? Qu'est-ce qu'on doit penser dès la base? C'est pas facile, cette question-là. Ouais. Si j'avais la réponse, c'est ça, je serais très riche. En fait, je pense Vous croisez un élu, vous lui dites, il ne faut pas louper ça. Je pense qu'au départ, et ça se fait déjà de plus en plus dans plusieurs villes, c'est d'avoir, puis là, ça va valoir un peu cliché ce que je dis, mais de vraiment avoir tous les acteurs assis ensemble au départ. On a maintenant des projets, mettons, pluridisciplinaires à des échelles plus locales que cette vocation régionale-là, où on va avoir des gens de vélo, des gens de mobilité réduite, des gens qui s'occupent du transit ou du transport collectif, puis même des aménagistes paysagers. Tout le monde assis autour de la même table, ça se faisait pas il y a même pas si longtemps parfois, pour penser de façon intégrée, voilà ce qu'on va faire de la rue. Je ne le nommerai pas, mais un ami ingénieur m'a dit un jour, en fait, il faudrait que ça arrête d'être les ingénieurs qui font nos rues. Il faudrait que ça soit tous les autres corps de métier, finalement, les urbanistes, les aménagistes. Bon, moi, je suis géographe, là, je ne m'embarque pas là-dedans. mais bien franchement, je pense que ce qu'il ne faut pas manquer, c'est la formation de l'équipe. Je pense que c'est peut-être ça que je répondrais. En fin de votre présentation. C'est drôle parce que d'habitude, c'est moi la fille de la gouvernance qui dit qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Donc, je vais lui prendre une autre de ses répliques. Non, mais oui, alors évidemment. Puis ça veut dire aussi qu'il faut construire un très, très bon... Alors là, on va revenir un très, très bon diagnostic des besoins de mobilité. Et vous seriez étonné de voir dans les projets, même les grands projets d'infrastructure de transport et les plus petits, parfois le manque de connaissances précises des besoins actuels et des besoins futurs en mobilité. Ça a l'air donc qui a besoin aux différentes échelles pour le secteur qui nous donc ça peut être les besoins des plus vulnérables, les accidents, comment ça marche ton iceberg. Quand les gens qui empruntent le pont et qui rentrent dans Montréal, ils viennent d'où? Pourquoi ils prennent leur voiture? Pourquoi ils vont prendre le REM ou pas? Pourquoi? Bon, donc d'avoir un très très bon diagnostic de l'état actuel de la demande de mobilité et de ce qui s'en vient en projection aux différentes échelles, parce que ce secteur-là, il a vraiment cette spécificité-là de ne pas pouvoir être pensé pour lui-même en matière de déplacement, mais de devoir être pensé à cette échelle quasi provinciale, et j'assume, enfin en tout cas régionale pour le moins, donc d'un bon diagnostic de connaissances. Et ça peut servir à l'évaluation plus tard, ça peut permettre de suivre des actions, de suivre les changements de comportement et de faire du suivi, du monitorage de l'action pour changer, le cas échéant, de stratégie en cours de route. Voilà. Une petite dernière intervention de 30 secondes. À moins que ce soit une question qui vienne après, mais justement dans ces acteurs, et puis un des flux dont on n'a pas parlé, c'est le transport par camionnage. C'est un secteur qui est connu pour être en proie à la circulation de transit automobile, mais aussi du camionnage. Comment on intègre cet enjeu selon vous? Ou soit, sinon je peux vous laisser ça en suspens, puis vous l'intégrez dans vos réponses au public, mais j'aimerais qu'on en parle aussi un peu. Avec le public, oui? Mais vraiment, très rapidement, là, j'avais la conversation hier avec mon collègue Patrick Morancy de la Direction de santé publique, fait que c'est drôle que tu me demandes ça. Les camionneurs qui
qui ont besoin de passer au travers de la ville sans nécessairement y arrêter quand ils ont une vocation régionale. Ils sont nos premiers alliés quand on dit qu'il faut réduire la voiture solo, en fait. Donc, ils ne sont pas nécessairement en opposition avec certains objectifs qu'on pourrait avoir au départ. Mettons, je dirais juste ça pour l'instant, parce que je ne suis pas sûre que j'ai des solutions, mais il ne faut pas penser nécessairement qu'ils ne sont pas alliés avec les autres acteurs. Finalement, ça serait les camionneurs, les entreprises de camionnage, c'est un acteur de plus intégré aux démarches de concertation, de co-design. Oui, après, ils veulent. J'allais dire, ils veulent pas tous. Ils veulent tous la finalité, mais de s'asseoir, on n'a pas toujours les mêmes objectifs, en effet. Excellent. Et rappelons qu'on a une zone de logistique dans le secteur. Alors, c'est un autre niveau. Cet acteur-là, il faut qu'il soit le port, il faut qu'il soit autour de la table, ta fameuse table de concertation en amont de la conception. Alors, on demande aux entreprises privées de camionnage d'être autour de la table, mais on ne demande jamais aux automobilistes d'y être aussi. Donc, c'est un peu paradoxal. Et c'est un acteur pour le... On a souvent une assez mauvaise image du camionnage, bien qu'on veuille tous être livrés just in time à la maison ou à son épicerie ou au café. Donc, toujours cette cohabitation difficile avec la livraison de marchandises, sachant que les entreprises aujourd'hui font beaucoup d'efforts pour optimiser et minimiser leurs déplacements, contrairement à ce qu'on pourrait avoir dans l'imaginaire collectif. Ils optimisent énormément leur circuit, si on peut dire. Donc, ce sont déjà des acteurs qui sont effectivement qui ont des réflexions là-dessus. C'est peut-être un petit peu plus difficile, et c'est surtout pas tellement dans les traditions de l'action publique de les mettre autour de la table, mais ça peut changer. Mais on comprend que c'est un enjeu pour le secteur et que ça pourrait être une bonne piste de solution pour bien concevoir la mobilité pour ce secteur. Je vous remercie et on vous remercie tous pour ces présentations. Je vais maintenant inviter, vous pouvez prendre une gorgée d'eau si vous voulez, le public à vous assaillir de questions ultra technique. Donc, fidèle à notre politique, on va essayer d'alterner une question féminine et masculine. Je vous demanderai, le cas échéant, de collaborer à ce processus avec moi. Comme vous savez, les échanges sont sténographiés et puis filmés, je vais vous demander à chaque fois, avant de poser votre question, de vous présenter votre nom, puis à quel titre vous êtes là, le cas échéant. Alors, je vais commencer par Madame qui s'était levée de longue date. Madame était avant moi. Ah bon. Pourvu qu'on soit des Madame. Merci. Bonjour, je m'appelle Lucette Lupien et je réside à Habitat 67. Alors, je voulais éclairer un peu votre propos. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens d'Habitat 67? Mais s'ils veulent aussi prendre du transport actif, c'est très difficile de sortir. Dès qu'on arrive au coin de l'autoroute Bonaventure, au bout de Pierre-du-Puy, la piste, elle est tout croche, elle est dangereuse, elle n'est pas éclairée, et donc on ne peut pas se rendre déjà à la rue 1000, et encore moins traverser de l'autre côté. Puis je ne pense pas nulle part, je vois des plans de ponts pour les piétons et les cyclistes au-dessus du bassin Wellington et Peel, malheureusement. Et je voulais aussi vous dire que cette piste cyclable qui passe devant chez nous, il y a 4000 cyclistes aux heures de pointe qui viennent de la rive sud ou qui y retournent, qui passent par là. Alors, eux aussi sont coincés, puis ça, c'est des travailleurs plus que des touristes de notre coin. Et entre autres, le long de la piste cyclable, il y a un espace en friche qui appartient au port de Montréal, qui est 15 mètres de large. Et nous, on va recommander, d'ailleurs, on va présenter un mémoire, on va recommander que ça devienne une piste piétonnière avec des observatoires vers la ville, parce que les touristes, ils viennent puis ils marchent sur la piste cyclable. Alors, quand il y a 4000 cyclistes en plus, c'est un peu compliqué pour la circulation. Est-ce que vous Alors, oui. Quand vous dites qu'il faut effectivement demander aux gens, je pense que c'est ce que fait l'Office présentement. C'est formidable parce qu'on va avoir des points de vue des camionneurs, j'en suis certaine, et de toutes sortes d'autres personnes qu'on oublie dans ces calculs-là. Est-ce que vous avez une question particulière, peut-être Pas du tout. Je voulais commenter. En fait, j'ai commenté plus tôt. C'est donc les difficultés d'accès pour Habitat 67. Je voudrais juste rajouter un peu là-dessus, parce que la cohabitation piéton-cycliste, on n'en a pas vraiment parlé jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais on a quand même
heureusement, ou en tout cas, on peut s'en réjouir, une augmentation assez importante du nombre de cyclistes à Montréal. Et là, on a des situations comme ça où il y a des pistes qui sont, comme je disais tout à l'heure, utilisées à des fins peut-être plus utilitaires, qui rentrent possiblement avec des conflits d'usage avec des piétons, mais loin de moi l'idée de mettre les piétons contre les cyclistes ou l'inverse. Là, on veut cohabiter encore plus entre tous les modes. Donc, en effet, je pense que si on veut augmenter le volume du transport actif, il faut prendre en considération que la vitesse est vraiment différente entre les piétons et les cyclistes, Oui. Puis encore plus par rapport à l'objectif qu'ils ont dans leur déplacement, le tourisme ou l'utilitaire. Et j'étais plutôt étonnée d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y en a des cyclistes sur ces pistes-là, que ça ne ressort pas sur ma carte des collisions, mais comme c'est des pistes en site propre, ça réduit presque à zéro, finalement, le nombre de fois où ils sont en croisement avec des véhicules, finalement. Et moi, j'ai remarqué que mon accident de bicyclette n'était pas sur votre, sur votre fiche. Ça se peut. Les accidents de vélo, on en perd beaucoup Oui. parce que je ne sais pas si la police est allée quand vous avez fait un accident. Non. Et si la police n'y va pas, moi, je ne les ai pas. C'est ça, exactement. Et une dernière chose aussi, ce matin, j'ai entendu qu'ils devraient, dans certains endroits, ils ont même des pistes cyclables pour la circulation de transit et une piste à côté pour les personnes plus lentes ou les cyclistes de tourisme. On est loin de ça à Montréal. Oui, mais on a plein d'exemples ailleurs qu'on peut suivre. Donc, c'est beaucoup mieux. Merci. En fait, oui, l'avènement d'Internet a ça de bon. On voit plein de choses qui se passent ailleurs. Merci sur vos réflexions sur la réalité de l'habitat 67 en matière de mobilité. Merci beaucoup. On va prendre l'autre question. Bonjour, Maud Landreville de la Direction de santé publique de Montréal. Je vous remercie pour vos présentations et de vous rendre disponible pour les questions. J'en ai plusieurs. Mais d'abord, simplement saluer l'exemple de la rue Stanley, qui, je pense, dans le Annecy, parce que non seulement il y a des aménagements, je pense, comme ça, qui sont faits sur la rue, mais il y a aussi une station qui a été créée récemment écologique par la municipalité et qui met en relation différents parcs sur le bord de la rivière des Prairies et qui vient donc faciliter la création d'un parcours actif et puis ça, été comme hiver. Je pense que c'est aussi un circuit qui peut se faire en ski de fond. Donc ça, c'est d'abord une chose que je voulais vous dire. L'autre chose, Florence, vous avez parlé donc de différents aspects à considérer dans la mobilité, sécurité. On en a entendu parler, tout ce qui est la vulnérabilité de certains piétons. Vous avez parlé aussi d'une mobilité qui soit donc sécuritaire, mais moi, je voudrais vous amener dans le côté de l'efficacité. Gouvernance, c'est sûr, c'est un incontournable quand on veut améliorer les choses puis assurer un transfert vers d'autres modes. Mais l'efficacité, je trouve, est parfois mise de côté au profit de circuits plus plaisants. On n'a rien contre les parcours de plaisance, mais quand on veut se rendre quelque part, puis là, je voudrais juste dire que je pense qu'à long terme, on peut envisager que le secteur Bridge-Bonaventure soit aussi une destination, même si pour le moment, c'est surtout un lieu de transit. Quels critères devraient être mis de l'avant? Je sais aussi que les plans sont pas mal déjà faits pour ce qui est de la Bonaventure. On parlait de certaines intersections, mais comment apprécier ces travaux-là d'ingénieurs, mais d'un point de vue transport actif? Quels critères seraient à considérer? Ça rejoint un peu votre question, mais... Alors, c'est pour qui? Il y a peut-être des exemples de Lyon aussi, là, où on parlait de certaines zones de contraintes ou de... Qui veut prendre? Merci beaucoup. Qui veut prendre? Merci Maud pour le. Alors, autour de je pense que l'efficacité, c'est une notion qui est vraiment importante et qui devrait permettre de réfléchir effectivement à plusieurs enjeux sur le secteur. Efficacité de la mobilité, des déplacements. Madame disait, il y a du vélo de transit, enfin du vélo utilitaire, puis il y a du vélo de loisir. L'efficacité recherchée n'est pas la même. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des besoins l'efficacité est relative. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on parle beaucoup de l'entrée de ville. Donc l'entrée de ville, l'efficacité qui est recherchée, c'est souvent un apaisement, c'est un changement d'échelle. On arrive d'une voie rapide, on sait qu'on entre dans un secteur différent, la morphologie de la rue change, la vitesse change, la perspective change, la beauté des lieux change. Et donc l'efficacité n'est plus la même, mais c'est un autre type d'efficacité qui se profile si on sait qu'on arrive, etc. Sauf que c'est aussi un lieu de sortie. Et
Quand on veut sortir, on veut généralement sortir vite. Donc, cette notion d'efficacité est relative. Elle complexifie, à mon avis aussi, mais dans le bon sens, elle complexifie un petit peu les enjeux parce qu'on ne peut pas juste décider d'enlever l'autoroute. Ça serait donc plus simple pour tout le monde de dire on enlève l'autoroute, c'est pas beau, il y a trop de voitures dessus, mais ces voitures-là, elles viennent de quelque part, elles vont quelque part, ce flux-là, cette efficacité-là qu'elles ont, il faut la repenser. Et comment on redistribue l'efficacité différemment dans le reste du territoire. Parce que si vous coupez l'autoroute là, ça veut dire qu'il va y avoir de trafic induit ailleurs, par exemple. Donc, cette efficacité, c'est vraiment une notion très, très importante. Ça veut dire aussi que l'efficacité, elle peut être... vous avez m'interpellé sur Lyon, alors je fais un autre... Elle peut être temporelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des infrastructures, donc l'efficacité varie selon le temps. C'est-à-dire qu'on peut choisir de partager une voirie en priorisant des modes de transport au détriment d'autres pendant certaines périodes de la journée. Donc on peut avoir des réflexions temporelles sur l'efficacité, ce qui peut permettre de changer une infrastructure, sa vocation, son usage. Là, on fait le REM, donc on pense on espère que le REM va amener beaucoup d'efficacité dans le transport collectif, mais peut-être que sur la voie d'autoroute d'entrée de ville, on pourrait avoir une gestion temporelle de l'usage en permettant que certains usages actifs soient priorisés à certains moments, par exemple. Donc cette efficacité-là, elle est très importante. Moi, je vous dirais que je suis non pas du tout... je pense que l'enjeu majeur, ça va être l'efficacité des différentes mobilités aux différentes échelles. Je me répète, là, j'ai l'impression de rater. Parce que le secteur, il supporte une mobilité métropolitaine qu'on ne peut pas effacer du secteur. C'est une entrée de ville majeure. C'est des dizaines de milliers de gens qui viennent travailler. Absolument. Bien, je reprends ce que vous aviez dit sur d'avoir un bon diagnostic des besoins. Puis je sais que les employeurs qui sont là dans le moment, chacun a sa propre navette pour ses employés. Donc, il y a effectivement des besoins. Puis, je ne sais pas à quel point le REM va pouvoir répondre à tous ces besoins, mais effectivement, d'avoir un portrait, puis selon différentes heures du jour, c'est de bonnes pistes. Et toujours intéressé si vous avez d'autres pistes pour certains indicateurs à partager ou porter le regard. Henri-Paul avant... Ouais, ok. Bonjour. Henri-Paul Bronsard, de ce cas-ci, citoyen. Moi, je suis à Montréal depuis une 50aine d'années et je remarque que, par exemple, pour traverser les rues, il y a jusqu'à pas très longtemps, les piétons étaient ajustés sur les autos. Quand le feu rouge changeait ou le vert, là, on pouvait traverser. On a eu, après ça, les 5 secondes pour traverser, quel que soit partout de façon généralisée. Là, on a vu sur votre diapositive que pour traverser, surtout avec des personnes âgées, on avait à quelques endroits augmenté à 23 secondes pour traverser ça. Et là, on n'a pas compté, par exemple, les endroits où il y a des croisements ou des viaducs comme... Berry-UQAM, c'est encore plus long. Il y a des gens qui se sont fait vraiment attraper par des autos. Là. Donc, est-ce que vous avez fait de belles études? Par exemple, pour le REM qui va amener un déplacement, avez-vous été consulté? Est-ce que vous, les gens, avez-vous été consultés pour créer toute cette quantité de personnes, de masses qui vont entrer et sortir? Moi, je pense que ces derniers temps, je trouve ça un peu étonnant et je me pose la question, est-ce que c'est les gens qui ne participent pas suffisamment ou ce sont les administrations qui ne veulent rien savoir et que ça leur prend 20 ans à changer de 5 secondes à 23 secondes pour réaliser qu'il y en a qui ont fait un gros effort? C'est quand même curieux. Est-ce que c'est nous qui participons pas bien? Où on n'est pas suffisamment invité, où on n'est pas suffisamment impliqué. Je vois, par exemple, je vois sur le plateau, bien, sur le plateau, il y a des gens qui l'ont critiqué beaucoup, Ferrandez. Je ne suis pas un fervent de Ferrandez, mais je me promène en vélo beaucoup. Je peux vous dire que je suis beaucoup plus content maintenant
parce que surtout à la fin de l'automne, au mois d'août, là, on voit les aménagements avec la quantité de fleurs, et je trouve ça extraordinaire. Pourtant, j'entendais une dame, il y a 5 ans, quand on avait fait le tour du plateau, qui disait « Ah, ben moi, je pars du centre-ville, puis il faut que je m'en aille à je sais pas quoi. Puis là, je suis plus capable de passer dans le plateau. Il y a tout... » Voyez-vous, je me pose la question, est-ce qu'on est équilibré mentalement ou Et pour le secteur, est-ce que vous avez une question, monsieur? C'est pas pour le secteur, c'est surtout sur notre participation. Est-ce qu'on participe suffisamment? Merci beaucoup pour votre remarque. Oui. Moi, je ne sais pas si on est plus ou moins brillant qu'avant, mais une chose est certaine, je peux vous parler des feux, justement. Et ça évolue pas assez vite, assurément. Hein? Mais dans le cas, pour ce qui est des feux de piétons, comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, on s'est créé une norme où on a dit, bon, ben la vitesse de marche d'un adulte bien portant, c'est à peu près 1,2 mètres secondes. Donc, on a décidé qu'on mettait des compteurs numériques et qu'on donnait assez de secondes pour, finalement, faire cette distance à la vitesse de 1,2 mètres secondes. Ça a pris quand même plusieurs années, ça a pris plusieurs travaux de recherche à travers le monde occidental surtout, il faut dire, pour commencer à re-questionner cette norme-là. Mais bonne nouvelle, hein, on les re-questionne, les normes. Puis vraiment, moi-même, qui est là-dedans depuis 10-15 ans, je le vois, les choses changer. Donc, tant mieux. C'est sûr que c'est pas aussi vite qu'on voudrait, mais là, on descend ça à 1. On descend ça à 0,8 mètres secondes, les vitesses, parce qu'on sait que les personnes âgées, par exemple, en laboratoire, vont jamais marcher à plus que 0,8 quand ils sont en début d'incapacité. Donc, ça change pas assez vite, mais ça change. Mettons, ça serait ça que je dirais. Juste pour une note d'optimisme, les choses changent, les méthodes changent, les méthodes de l'action publique, de l'action collective en mobilité. Comme on dit souvent, les lignes bougent, les méthodes changent, mais la difficulté, c'est que ça ne change pas tout à la même vitesse. Quand on parle de mobilité, on ne parle pas juste d'un acteur, en fait. Hein. Généralement, autour du transport et de la mobilité, même du transport public, de la mobilité active, en fait, on parle d'une multitude d'acteurs qui doivent travailler plus de concert et dans des formes de cohérence. Donc, tout le monde ne change pas à la même vitesse. Donc là, on a encore des problèmes d'ajustement, mais les méthodes changent et les paradigmes changent en partie. Là, on parle des acteurs publics. Après, l'usager de la route, qu'il soit piéton, cycliste ou automobiliste, lui, sa représentation évolue aussi à un rythme différent. Et vous parliez de cette dame qui peut plus traverser le plateau comme elle le faisait avant. Bon, donc les mentalités changent à leur rythme également, mais je pense qu'on est dans des nouvelles réflexions de mobilité plus durable et plus intégrée. En tout cas, on va espérer que non seulement ça se confirme, mais ça se peaufine dans les indicateurs et dans les méthodes. Je voudrais juste revenir sur un point. Et donc, on a la chance de collaborer avec des acteurs parfois qui sont très à l'écoute, des acteurs publics. D'autres moins. Je ne les citerai pas là, mais vous en avez. Bon, il y en a qui sont moins à l'écoute que d'autres des expertises qu'on peut apporter. Vous avez soulevé un point très important sur le transport collectif. Quand on ouvre une station du REM, c'est vertueux du point de vue du transport collectif, mais ça soulève de nouveaux enjeux d'accès. Et donc, ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant, votre point. On n'élaborera pas là-dessus, mais c'est pas parce qu'on ouvre une station de transport collectif qu'on résout juste des problèmes. On soulève des nouvelles problématiques d'accès, de cohabitation, de trafic, de sécurité, d'accessibilité universelle, qui doivent être de nouveau conceptualisées, compris et intégrées au projet. Donc, même le transport collectif, on parle beaucoup des autoroutes, là, mais je suis étonnée qu'on ne parle pas des voies ferrées. Parce que c'est des problèmes aussi majeurs sur le secteur. Et avec l'arrivée du REM, il va y avoir des nouveaux problèmes, au sens des nouveaux enjeux à résoudre. Il n'y a pas que l'autoroute qui est problématique sur le secteur. Donc, je voulais juste dire qu'effectivement, ce sont des enjeux. Si quelqu'un veut venir poser une question sur les infrastructures ferrées de rail à Madame Pauillac, il est le bienvenu. Et les écouter pour ceux qui ont déjà posé des questions. Monsieur, par contre, votre question, il faudrait la reposer au micro parce que sinon, ça ne va pas être pris en note par la sténographe. Madame ? Bonjour, Marina Joly. Il me semble qu'il y a 2 modes de transport dont on n'a pas parlé, puis je me demandais pour quels usagers ils étaient pertinents et à quelles conditions. C'est le transport fluvial et la navette autonome à une échelle locale.
Le transport fluvial, je ne m'y connais pas trop, donc je ne voudrais pas m'avancer. C'est anecdotique, en fait, là, parce que j'ai une étudiante, entre autres, qui prenait celle de Pointe-aux-Trembles. Puis, en effet, on oublie qu'on est sur le bord d'un fleuve, puis il me semble que ça serait bien peut-être d'exploiter ça un peu plus, mais je ne m'y connais pas assez. Mais pour ce qui est des navettes autonomes, on a suivi les 2 projets pilotes qu'il y a actuellement. C'est dommage que Pascal n'ait pas été avec nous. Mais visiblement, ça répond à un certain besoin. Mais la technologie, c'est-à-dire que la navette, elle a été pleine, en tout cas celle de Schlaga, il y avait quand même du monde dedans presque tout le temps. Celle de Candiac, un peu moins, mais je vous dirais que là, le parcours est un peu entre rien et rien. Là, donc, c'est encore le point qu'on disait tout à l'heure, ça prend des destinations, ça prend... donc, il y avait un peu de gens, mais des personnes âgées, en fait, surtout, qui allaient au parc ou au marché, par exemple. Et dans le secteur, est-ce que c'est un outil... mais c'est ce que j'allais dire, c'est que peut-être sur des courtes... L'histoire avec les navettes autonomes, c'est qu'il faut être sur des courtes distances. C'est pas complètement autonome encore. La technologie n'est pas tout à fait au point. Là. Il faut souvent retourner au manuel. Il faut toujours avoir quelqu'un à l'intérieur. Donc, on est peut-être quand même à 5 ans, 10 ans d'un réel potentiel pour des courtes distances. Et puis là, peut-être que ce secteur-là serait intéressant, mais pas plus ou moins qu'un autre transport collectif pour moi. Là. Deux réflexions très rapides sur les 2 modes de transport. Je pense qu'il ne faut pas se priver de développer du transport collectif. Donc, par exemple, on a une identité fluviale, maritime, portuaire. Donc, je trouve que développer des navettes autonomes, des navettes fluviales est une excellente idée, tout en ayant en tête que ça n'est jamais rentable, comme la plupart du transport collectif. Donc ça, c'est une chose, donc il faut l'assumer, il faut assumer le coût. Et l'autre chose, c'est que ça déplace très peu de gens. Bon, mais c'est comme un téléphérique. Il y a eu des projets de téléphérique. Je regarde la dame d'Habitat 67, il y a eu des projets de téléphérique à un moment donné qui traversaient, puis qui auraient pu s'arrêter à Habitat 67. Pourquoi pas, mais ça déplace peu de monde malgré tout. Donc on n'est pas sur de la masse, on est sur de la proximité, mais pourquoi pas. Navette autonome, c'est un peu la même problématique. Moi, je ne sais pas si Julien est dans la salle, mais j'ai suivi l'expérimentation à Confluence à Lyon de navette autonome. Tout le monde l'a pris, c'était rempli. Les gens la prenaient sur l'heure du midi pour aller de leur lieu d'emploi au resto, etc. Et tout le monde trouve que ça ne va pas très vite, c'est aussi vite de marcher, et qu'il y a encore un certain nombre de problèmes d'efficacité, pour reprendre les mots. Bon, donc on est sur quelque chose, pas d'anecdotique du tout, c'est pas mon point, mais là aussi on est sur de la micro-mobilité, auquel on peut rajouter les trottinettes électriques si on veut. Enfin, je veux dire, on est sur des micro-mobilités pour le moment, avec fort investissement derrière en revanche. Disons qu'on ne résoudra pas le problème de mobilité à l'échelle du secteur pour le moment. Ça ne veut pas dire que les développements futurs ne sont pas une intention, mais on est sur des choses qui sont encore difficiles à développer. Donc une potentialité à travailler. On va prendre, donc il reste au moins 4 questions. Madame, c'est à vous. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui arrive aux hommes après-midi? Oui, c'est ça. Il y a des filles partout. C'est Girl Power. Louise Constantin, la Fédération des coops d'habitation du Montréal métropolitain. Nous, à la Fédération, on a un comité sur l'accessibilité universelle. Et quand on pense à l'accessibilité universelle, souvent on pense à la mobilité, mais il y a aussi la visibilité. On a un de nos membres, en fait, nous, on est situé à un endroit, une intersection assez intense, c'est-à-dire Parc Jean-Talon, Hutchison. Et il n'y a pas de feu pour les personnes non-voyantes. Et là, on a un de nos membres qui s'occupe de cette question-là. Et c'est extrêmement bureaucratique. Moi, dans ma candeur, je me disais, on est des organismes, il y a un CLSC à côté, on va faire une demande à l'arrondissement collectif, mais ça ne passe pas par le collectif. Il faut qu'il y ait un individu qui, lui, fasse une démarche, et ça fait 3 ans qu'il l'a fait. Bon, alors, il ne semble pas qu'il y ait une politique ou tout au moins une façon de faire pour généraliser les feux sonores qui, à mon sens, sont une nécessité là, dans les quartiers denses et là où il y a des intersections et, comme vous dites, là, il y a des autoroutes, il y a plein de choses là, qui posent des contraintes. Merci pour ce commentaire et sur la nécessité pour vous de rendre les intersections plus sécures, notamment avec des feux sonores. Est-ce que vous aviez une question en particulier?
au-delà de ce... Ben, j'en avais pas parce que je me disais ça relève pas de vous et je voulais quand même peut-être que vous avez des informations ou des suggestions. Je vais te laisser, oui. On a une expertise tout à fait récente pour un arrondissement que je ne nommerai pas, mais on a étudié les requêtes qui sont faites au comité de circulation de cet arrondissement-là. C'est exactement le processus que vous décrivez. Ce sont des requêtes individuelles qui arrivent dans un comité de circulation. Et ces requêtes peuvent concernent soit le stationnement, j'en veux ou j'en veux plus, ou il n'y en a pas assez, ou il y en a trop, et la question des feux de circulation, par exemple, et aussi des vitesses. On parlait tout à l'heure du changement de mentalité, du changement dans les pratiques publiques. Si on a eu ce mandat, on a regardé comment les requêtes étaient traitées, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider à améliorer le traitement des requêtes. C'est qu'on est quand même sur une vision généralement de fonctionnement très techniciste des choses, où le feu de circulation, c'est un feu pour les voitures, qui appartient à tout un univers de l'ingénierie routière, de la gestion des flux. Et il n'y a pas forcément Alors c'est en train de changer. Et ce qui est en train de changer, c'est qu'on est en train d'intégrer chacune de ces requêtes individuelles, dans le cas qui nous occupe, on est en train de les intégrer dans des visions plus de sécurité routière. On voit que cet arrondissement se pose des questions nouvelles qui ne se posaient pas dans ces comités-là avant, de sécurité, de cohérence, de mobilité durable. Peut-être que si on intervient 14 fois sur un segment de 300 mètres, ce segment doit avoir un problème. Bon, ce type d'indicateur, c'est en train de changer parce qu'avant, ce sont des requêtes individuelles et c'est une vision technique de la route. Quand je dis ça, c'est pas, je n'accuse pas les ingénieurs. Non, c'est juste qu'on prend le feu pour ce qu'il est, un feu de signalisation. Donc, il n'y a pas du tout d'approche intégrée au départ. Donc, c'est en train de changer malgré tout. C'est en train de changer. C'est d'où l'idée, vraiment brièvement, de cette idée de regarder les choses en système intégré. C'est ça vers quoi on devrait aspirer à tous les paliers, là, à l'arrondissement, à la ville. Donc c'est un défi pour la vision de ce secteur. Merci beaucoup. On a donc au moins 4 questions pour une dizaine de minutes. Donc madame, puis je vais vous demander peut-être d'être plus rapide dans vos réponses, comme ça on pourra prendre des hommes peut-être. Bonjour, Amélie Cossé, consultante chez Momentum, consultant en transport. Ma question porte sur un sujet, on en a très peu parlé, mais de la gouvernance. Et notamment, on voyait bien dans la présentation de Florence qu'on a beaucoup d'acteurs complexes présents, CN, CP, le port de Montréal, la Caisse des dépôts avec le REM, des acteurs qui ont des intérêts d'infrastructure, mais quand on parle justement d'urbanisation des infrastructures, il s'agit vraiment d'intégrer la mobilité avec la planification de l'occupation du sol, la mixité d'usage. Donc ma question, c'est comment... Enfin, je trouve qu'il y a un peu un manque de modèles représentatifs ici à Montréal ou au Québec. Donc quel modèle on pourrait développer pour un secteur comme ça avec tous ces acteurs et surtout, comment on pourrait s'assurer que ce modèle il continue jusqu'à la fin du développement de chaque immeuble spécifique et que la prise en compte de tous les intérêts de ces acteurs soit dans le long terme jusqu'à vraiment la réalisation complète d'un nouveau quartier urbain. Merci beaucoup. Là aussi, si j'avais la réponse, je serais riche, je pense. Vous avez très bien, c'est ça, vous avez très bien résumé l'enjeu. Moi, en fait, je plains la ville de Montréal d'avoir ce mandat-là de développer une planification sur ce secteur-là, parce que cette planification devrait être faite en coproduction avec ces acteurs-là depuis même avant qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est pas une ligne éditoriale de ma part, c'est que je pense que comment faire adhérer a posteriori ces grands acteurs-là à une vision municipale. Donc ça serait très important que la consultation publique devienne aussi une concertation publique, mais maintenant, à partir de maintenant, sur les mêmes discussions que nous avons là, il faudrait que ces acteurs-là l'aient ensemble. Et on sait que ces acteurs-là, on parlait sur l'heure du lunch de comment le CN ou le CP d'ailleurs interagissent en consultation publique. Là aussi, les choses changent et s'améliorent, mais c'est difficile. Mais c'est difficile que les acteurs se parlent entre eux. Et puis, je ne sais pas s'il y a des représentants de CDPQ Infra dans la salle. Je ne voudrais pas faire d'impair mais on sait qu'ils ne sont pas très intéressés par les questions d'aménagement. Ils le disent. Enfin, ils l'ont dit à des moments donnés. Leur métier, c'est pas ça. Donc, à partir de là, mais eux et d'autres, comment on fait parler les cultures institutionnelles entre elles pour que ça devienne un peu leur métier aussi?
eh bien, il y a des exemples de gouvernance dans le monde, de gouvernance de grands projets. Il faudrait trouver un modèle de gouvernance sur ce secteur-là, assurément, maintenant, dès maintenant. Merci. Je vais prendre la question. Nicole Brodeur, je suis commissaire pour cette commission aussi. Peut-être pour vous rassurer, le modèle de gouvernance et de concertation dont vous parlez, peut-être pas très ancien, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il y a eu un atelier de concertation avec tous les acteurs au mois de juin. Et il y a plusieurs d'entre eux qui sont sans doute ici dans la salle ou dans l'autre salle, ou qui étaient ici cet avant-midi parmi les grandes entreprises qui sont dans ce secteur-là, les partenaires publics et parapublics aussi. Ma question est la suivante, c'est que jusqu'ici dans le panel, on a parlé des piétons, on a parlé des cyclistes, on a parlé des automobilistes, et on a parlé un peu du rail, mais on n'a pas beaucoup parlé des camions. Et ce que j'aimerais, dans la foulée de vos interventions, Mme Pauillac en particulier, vous avez rappelé que le secteur était non seulement une entrée de ville, mais aussi une sortie massive de ville, et que c'est un secteur qui avait, c'est sur l'île de Montréal, mais qui avait une vocation aussi à cause des intrants provinciales et même nationales. J'aimerais que vous m'indiquiez, entre autres, nous indiquiez ce qu'il en est des enjeux de la présence du camionnage dans un secteur comme celui-là. Et des conséquences que ça a sur l'aménagement du secteur. Alors, pour moi, il y a deux types d'enjeux liés au camionnage sur le secteur. Il y a le camionnage qui arrive et repart du secteur parce qu'il y a des activités, on dit de logistique, en fait, c'est toutes sortes d'activités. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable... Donc, il y a des enjeux de sécurité, de pollution, de bruit et de cohabitation des autres usagers dont on a parlé. Marie-Soleil a très bien expliqué que pour réduire un certain nombre de risques, il faudrait réduire des volumes de circulation de ces camionnages. Or, je suis à peu près sûre que si on propose ça aux acteurs économiques, ils vont dire non parce qu'eux-mêmes optimisent au maximum leurs activités de camionnage parce que ça réduit leurs coûts. Donc, je sais que eux, je ne les connais pas, mais je sais qu'ils optimisent déjà beaucoup. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on garde cette vocation économique-là ? Elle est là on sait qu'elle est là pour durer. Donc, il faut vraiment, si le secteur si l'activité perdure dans le secteur, il faut trouver une façon de faire cohabiter de façon sécuritaire ces camions-là, tout en travaillant, je crois, sur les temporalités et sur quand même les volumes. C'est pour ça que le port doit avoir une discussion avec nous, si je puis dire, avec le collectif. Je ne sais pas si le secteur est en croissance, mais si le secteur est en croissance, ça veut dire que les enjeux vont être encore plus difficiles dans le futur. Bon. Donc ça, il faudrait savoir où ça en est dans 5 ans, 10, 20 ou 30 ans. Je vois un autre enjeu, c'est-à-dire que par l'autoroute, par l'entrée et la sortie, il y a aussi de la circulation de camions et de logistique, parce qu'on est aux portes ou à la sortie du cœur de la métropole. Et donc là, je pense qu'il y a une réflexion qui est déjà engagée dans d'autres sphères métropolitaines sur ce qu'on appelle la consolidation de la logistique urbaine. C'est un peu comme la mobilité automobile, il faut la penser à l'échelle régionale pour essayer de minimiser certains intrants de livraison, et notamment les volumes des camions qui rentrent. Ce n'est pas des volumes de marchandises qu'on va viser, mais plutôt le type de camions qui rentrent dans la ville et qui livrent la marchandise, et essayer d'avoir des pôles de logistique plutôt périphériques qui ensuite se déclinent en plus petits volumes de livraison. Mais ce sont deux réflexions un peu différentes, une à l'échelle régionale et celle par contre sur l'avenir des activités portuaires est en jeu. Est-ce que c'est en croissance ? Si c'est en croissance, l'enjeu devient plus difficile à réguler. Mais je pense que ce camionnage-là, il est vital pour le secteur. Donc, il faut le travailler avec le port. Marie-Soleil, oui. Après, je voulais juste rajouter un petit quelque chose parce que pour
ça s'applique peut-être un peu moins à ce secteur-là parce qu'on n'a pas tant de camions, en fait, qui passeraient par là pour rentrer dans les quartiers faire de la livraison parce que, justement, on n'arrête pas de le dire depuis ce matin que ça ne marche pas, il n'y a pas de connexion. Mais on a maintenant des exemples de métropole, par exemple, à Londres, qui a quand même agi relativement sévèrement dans sa réglementation pour décider quels camions pouvaient rentrer dans son périmètre. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, ça a été, en tout cas, on va voir ce que ça va donner parce que c'est relativement récent, la législation. Puis eux, c'est dans un grand contexte européen aussi, le ex-feu Union européenne, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais Londres est vraiment très sérieuse dans son projet de réduire la dimension des camions et d'exiger, en fait, dans le fond, de mettre de la pression sur les constructeurs pour faire un autre genre de camion, mais on est plutôt dans le camion de livraison, mais qui peut être quand même assez gros là, dans les quartiers. Donc, est-ce que ça nous prend des gros camions pour le fret national? Est-ce que ceux qui passent vers le port puis qui s'en vont dans la ville devraient être d'une autre grosseur? On a des exemples de d'autres métropoles qui commencent à faire des réglementations très sévères sur le camion en soi. Par ailleurs, ici, c'est de compétence fédérale, hein, la voiture, pas la voiture, la machine en tant que telle. Donc, je ne sais pas quels seraient nos leviers, mais il y a des choses qui se font ailleurs, assurément. Merci beaucoup. Merci. Comme il nous reste 5 minutes, je vais prendre vos 2 questions, puis vous répondrez aux 2 questions si ça vous convient ainsi. Madame, allez-y. Bonjour, Marie Lessard, urbaniste. Mon intervention se situe un peu dans le prolongement de celle-ci. On parle de connexion en transport actif et collectif, puis en même temps aussi, on repense la vocation du secteur, mais c'est une entrée de ville, tu l'as bien martelé, Florence. Est-ce qu'on peut penser à une requalification de ce secteur avec des piétons puis des cyclistes sans changer la vocation? Là, alors, je me dis, est-ce qu'il faut faire comme à Boston ou est-ce que c'est parce qu'il y a tellement d'infrastructures publiques et comment peut-on voir l'avenir de ce secteur-là avec des piétons et des cyclistes si le secteur reste une porte d'entrée avec toutes ces infrastructures? Je ne pense même pas à des activités de quartier et tout ça. Alors, il me semble qu'on est devant un mur ou presque, en tout cas pour les piétons. Là, je ne sais pas pourquoi on est en train de parler de piétons actuellement. Je rebondis là-dessus parce qu'on semble parler de... Puis on va prendre votre question, mais on parle depuis tout à l'heure aussi des infrastructures comme étant immuables. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Quand on lit le projet, on voit notamment qu'il y a un projet de transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain. Donc, une modification semble possible, en tout cas aux yeux de la ville, dans certains projets. Donc, j'enrichis la question ainsi. Est-ce que c'est lié à la même thématique? Sinon, on vous prendra du temps. Pas tout à fait. Alors, réservons 2 minutes pour Madame. Après, répondez rapidement. Merci. Je pense qu'on ne pourra pas tout faire. Enfin, j'aurais tendance à être pessimiste, mais optimiste par ailleurs. Comment dire ça sans choquer je pense que l'essence première, l'identité première de ce secteur, c'est les flux et l'énergie, les flux de personnes et les flux d'énergie et les grands équipements, ces grands équipements de transit et d'accès pour la métropole. Alors pourquoi ne pas penser ce secteur-là à partir de cette identité-là avant tout, ce qui limite certainement d'autres options. Mais je doute qu'on fasse de ce secteur un secteur avec une urbanité de haut niveau et que ça soit convivial et beau et sympathique comme je ne sais pas quel quartier montréalais branché. Je pense que ce serait une erreur. Peut-être qu'on aurait plutôt intérêt à travailler cette identité dont on parle, que j'appelle mobilitaire ou de flux, parce qu'elle est assez essentielle à l'échelle et peut-être d'avoir justement une vision des équipements, de la requalification de ces équipements comme des ouvrages d'art utiles, tout en revoyant les questions de sécurité. Mais je ne crois pas personnellement, on n'en fera pas un quartier mixte, dense et convivial partout, comme le Plateau, le Myland ou je ne sais. Donc j'aurais tendance à dire que oui, peut-être qu'une des options, ça serait de revenir à l'identité et la fonction première et de l'assumer entièrement. D'accord. Merci. Marie-Soleil, vous vouliez rebondir dessus, puis on prendra le temps de prendre la question de Madame. En fait, je m'en viens dans la continuité de Florence, mais je suis un petit peu plus optimiste qu'elle, possiblement. Mais par ailleurs, je crois que tu as
un point sur le fait qu'on a vu des sous-secteurs, puis je pense que, bon, on aimerait bien retourner au fleuve, fait que je sais pas, là, c'est comme pas dans le bon sens pour l'instant. On est en train de changer par ailleurs la 720 de bord, fait que je sais pas, on est peut-être capable de faire tout, en fait, dans la vie. Mais assurément, il va falloir une cohabitation, mais je le mets entre guillemets parce que ça va être une cohabitation avec une zone tampon entre les deux, je crois bien, entre ce qui pourrait devenir quelque chose de plus dense où on aurait des liens piétons plus vers le nord, mettons, du secteur, et que finalement, on va garder une zone de fluidité qui va passer du pont au centre-ville, par exemple. Mais je pense que la division en sous-secteurs va être peut-être ce qui devrait guider la réflexion. Il ne faut pas non plus complètement écarter, comme tu dis, la fluidité, mais par ailleurs, je pense qu'on peut faire mieux parce qu'il y a tellement de terrains, en fait, qui sont... on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux, assurément. Et on va prendre la question de madame, auquel je vous demanderai de répondre en une minute à peu près pour qu'on puisse respecter la pause, s'il vous plaît. Julie Langlois de la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles. Donc, ça touche davantage l'accès au fleuve parce que c'est un enjeu, dans le fond, de la requalification du site. Donc, comment le rendre plus accessible pour la population de Pointe-Saint-Charles et la population montréalaise, alors qu'il est ceinturé quand même par l'autoroute et la voie ferrée. On sait que la requalification de l'autoroute pourrait nous amener des solutions, mais ma question va dans ce sens-là. Sur la question de mobilité et accès au fleuve. Je ne suis pas sûre qu'on puisse accéder, que tous les Montréalais puissent accéder partout, sur toutes les rives de l'île au fleuve. Bon, parce que y a cette idée du boulevard urbain qui est très, très séduisante. Quelqu'un a dit ce matin, puis on veut un vrai boulevard urbain. Là, on ne roule pas à 70, on roule à 30, c'est apaisé. Oui, ça permettrait de traverser puis d'accéder au fleuve, mais on vient d'investir dans le pont Champlain, on vient d'investir dans le REM, les flux qui s'en viennent et qu'il faut dispatcher dans les secteurs risquent de limiter cette ambition. Hélas, je le dis, hélas. Peut-être qu'on peut imaginer un accès, une réappropriation des berges par la mobilité, peut-être par la circulation, par des vues à partir des modes de transport en commun. Je veux dire, est-ce que je préférerais mettre les pieds dans l'eau au bord du Saint-Laurent, ça serait bien plus agréable, mais peut-être que sur ce secteur-là, très contraint pour les 150 prochaines années avec ces infrastructures-là, peut-être que cet accès sera un peu moins physique, un peu plus par des vues, par des perspectives, peut-être un peu plus par la mobilité. Parce que, regardons ces infrastructures-là, elles sont en partie là. Puis même quand on enlève une autoroute, on a une emprise très large, hein, on a un foncier très... Ça devient compliqué de traverser, on traverse à partir d'où, hein? Après l'autoroute, il y a les voies ferrées. Donc pour vous, ça devient compliqué, il faudrait favoriser ça plutôt. Je pense qu'il faut qu'on change. À travers la mobilité. Marie-Soleil, est-ce que vous voulez conclure pour qu'on puisse prendre la pause aussi? Ouais. En fait, non, j'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que celui-là, il est pas facile. Je pense que des deux côtés, à Verdun, on est en train de se réapproprier le fleuve. Un petit peu plus loin dans l'Est, on va le faire. Mais ce bout-là, là, il n'est pas facile. Mais je ne suis pas une experte dans ça, mais il ne sera pas évident. Merci. Alors, merci, mesdames, pour la pertinence de vos présentations. Merci à vous tous pour votre écoute attentive et vos questions pointues. On vous donne rendez-vous ici dans une grosse dizaine de minutes pour la conférence finale renouvelée des activités économiques et urbaines. Alors, bonne pause et à tout à l'heure.